Bonsoir, nous sommes le 14 novembre. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction en direct à 18 h comme chaque soir de la semaine. Et voici les principaux titres que nous allons développer au cours de la prochaine demi-heure. Aux côtés des parents, les enseignants se mobilisaient aujourd'hui contre les nouveaux rythmes scolaires qui se mettront en place partout dès la rentrée prochaine. Mobilisation suivie, nous ferons le point pour les Yvelines. Une TVA qui va passer de 7 à 20% pour les activités équestres. La grogne monte dans les Yvelines, d'autant que le département est le premier en termes de licenciés. Pour en parler, Christine Boutin sera sur ce plateau. La conseillère générale est en charge de ce dossier et elle monte au créneau. Et puis ce 14 novembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le diabète. Il y aurait 4 millions de Français concernés, dont près d'un demi-million qui l'ignoreraient. Le diabète qui entraîne parfois des dégâts irréversibles, notamment des accidents cardiovasculaires. Plusieurs opérations de sensibilisation se sont tenues. L'image du jour, c'est cette université de Versailles-Saint-Quentin, mal en point si l'on en croit à la lettre envoyée par son président Jean-Luc Vessière à l'ensemble du personnel. Une lettre qui s'est retrouvée hier sur Internet, sur plusieurs blogs. Il manquerait 4 millions d'euros à l'université sur les 19 nécessaires pour boucler le budget jusqu'au 31 décembre de cette année. L'État aurait consenti une rallonge, mais en demandant en échange la suspension immédiate par l'université du règlement de ses factures et de tous les nouveaux engagements. Cela s'appelle une cessation de paiement. En cause des embauches trop nombreuses, des investissements immobiliers qui coûtent très cher, la faculté de médecine dont le loyer atteint les 750 000 euros ou encore les quelques 900 000 euros de coûts de fonctionnement de l'observatoire. Le président de l'université refuse de s'exprimer face à la presse sur ce dossier pour l'instant. De son côté, le syndicat UNEF tient ce jeudi soir une réunion à destination des étudiants pour les informer et tenter de proposer des solutions tout en portant un regard critique sur les choix de la direction ces dernières années. Pour l'instant, la réforme des rythmes scolaires ne concerne que 20% des écoles françaises, dont les établissements de la ville de Trappes. Mais 2 mois après sa mise en vigueur, la fronde s'amplifie. Après les animateurs mardi, les enseignants ont manifesté devant la mairie de Trappes, puis devant l'inspection académique à Guyancourt. Anthony Reich pour les précisions de cette journée de mobilisation. Tous protestent évidemment contre le passage à la semaine de 4 jours et demi, mais aussi contre la journée de récupération instaurée par l'Éducation nationale pour compenser le lundi 2 septembre, jour de pré-rentrée, pendant lequel les enfants n'ont pas eu cours. Réunis tout d'abord dans une école de Trappes, les enseignants grévistes ont ensuite manifesté leur colère devant les vitres de la mairie. Ces instituteurs yvelinois estiment que la réforme Payon est tout sauf égalitaire. L'application des nouveaux rythmes scolaires va être différente d'une commune à une autre. Pour faire très simple, mais malheureusement très vrai, dans les communes riches, il y aura des moyens pour mettre des animations facilement en place. Et dans les communes pauvres, ou plus en difficulté, il en sera complètement autrement. À Trappes, 70% des enseignants étaient en grève et un peu moins de 50% sur l'ensemble du département. Devant les portes de l'inspection académique, les syndicats ne sont pourtant pas opposés à une réforme, mais ils demandent une réelle concertation. Ce que nous réclamons, c'est une réflexion qui s'engage et qui permet de repenser le dispositif et de réfléchir à la meilleure opportunité pour faciliter le travail des élèves dans les classes. À Elancourt, pour la première fois, plus de 60% des enseignants étaient en grève. Le maire, à la tête du collectif contre la réforme, n'entend pas l'appliquer tant qu'elle n'aura pas été chiffrée. La mairie de Paris, c'est la panique générale. Ils avaient budgété 10 millions, ils en sont à 60 millions, erreur de 600%. Mais vous me voyez, à Elancourt, moi, j'achète un produit de 10 qui vaut 10, et après, je facturais 60 à mes administrés. Non, mais ils me jettent dehors, ils auront raison. Cette réforme ne verra pas le jour, en tout cas à Elancourt, tant que je n'aurai pas un audit de combien ça coûte, qui paye et à quoi ça sert vraiment. Les enseignants yvelinois comptent participer au rassemblement prévu le 20 novembre prochain devant le ministère de l'Éducation nationale pour réclamer une autre réforme pour l'école. Chaque soir dans ce journal, vous réagissez à l'actualité. Que pensez-vous de cette grève? Faut-il repenser la réforme en cours de cette éducation nationale? Vos réponses avec ce micro-trottoir. À mon avis, le rythme scolaire bien structuré, donc je crois ils vont mieux garder le rythme maintenant pour l'instant. Oui, tout à fait, parce que question organisation, je pense que c'est vraiment difficile. La réformer, non, moi je pense pas honnêtement. Je ne vais pas vous paraître vieux jeu, mais à notre époque, on allait 4 jours et demi à l'école par semaine et c'était très bien. Moi, je dis l'avoir passé à 4 jours, je trouve que c'est une bêtise. Les enfants sont trop fatigués. Oui, je pense, parce qu'elle est difficile à mettre en place. C'est surtout ça.
Sinon, c'est une très bonne idée, mais après, il va falloir trouver le budget. Surtout la budgéter, quoi, parce que beaucoup de communes n'ont pas les moyens. Ça aurait pu être positif, mais si on se compare aux autres pays, je pense que, par exemple, comme l'Allemagne, ils font beaucoup de sport dans les après-midi, et ça serait bien pour les jeunes, pour nos enfants. Ce jeudi 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète, une maladie qui concerne plus de 350 millions de personnes dans le monde. Attrape l'Institut de promotion de la santé a organisé une vaste campagne de promotion, de prévention, de dépistage. Le reportage de Yolène Torres. Donc là, le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Ah, d'accord. Donc il faut rééquilibrer votre régime ou votre traitement pour le diabète. Ok. Felipe a appris qu'il était diabétique il y a 4 ans. Ce matin, le contrôle de glycémie le prouve, son taux de sucre dans le sang est trop élevé par rapport à la normale. Il profite de cette journée mondiale de dépistage et de prévention du diabète pour mieux comprendre sa maladie. C'est d'avoir les formations supplémentaires, c'est de rencontrer les gens qui ont le même problème que moi. Et parfois, on parle ensemble. Et puis, parfois, il y a beaucoup de choses parfois que j'arrive de mal à comprendre. Et par rapport à eux, ça me fait comprendre, quoi. Ça m'aide. On estime aujourd'hui environ 3 500 000 diabétiques en France, avec 400 nouveaux cas par jour. C'est aussi une maladie dite silencieuse. Résultat, 700 000 personnes seraient diabétiques sans le savoir. Souvent, les premiers symptômes n'alarment pas, des signes de fatigue, des vertiges ou encore quelques sueurs froides. Bien souvent, mais ça sur le compte du travail, on dit on travaille beaucoup, donc aujourd'hui je suis fatigué, c'est un coup de fatigue. Et puis, alors c'est pour ça que quand il faut faire un bilan tous les ans, voir avec son médecin traitant, de façon tous les ans faire une analyse, une prise de sang, ça ne coûte rien. Quand ils font un bilan complet, en même temps ils font une prise de sang pour la glycémie et puis on voit si déjà ça donne une indication. Le dépistage peut en effet limiter les risques de complications, car pour certains, le diabète peut vite devenir une maladie contraignante. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je stresse beaucoup. C'est une maladie, le diabète, qui atteint le stress. Physiquement, tout ça, on est diminué. Et le matin, des fois, c'est très dur pour la journée, quoi. Les complications du diabète peuvent être très sévères. Troubles de la vision, cécité, accidents cardiovasculaires, voire même l'amputation d'un membre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2030, cette maladie deviendrait globalement la 7e cause de mortalité. Je reçois ce soir dans le 7-8 l'actu Christine Boutin. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, conseillère générale des Yvelines en charge de la mission. Cheval, une mission importante lorsque l'on sait que le département est le premier dans ce domaine en termes de licenciés avec 22 000 adhérents. 1er janvier 2014, la TVA pour les activités équestres qui passe de 7 à 20%. Et vous dites que cela va entraîner des suppressions de postes. C'est toute une filière, toute une économie qui est mise à mal. Vous savez, les centres équestres sont très nombreux effectivement dans les Yvelines et ce sont des petites entreprises et les personnes qui animent ces centres équestres sont des passionnés. Ils ne comptent pas du tout leur temps et leur bilan mensuel est toujours très ric-rac parce que voilà, c'est pas très rentable cette affaire. C'est vraiment un truc de passionné. Et donc, le fait de passer de 7 à 20% va mettre en péril ces centres. Donc, il va y avoir des suppressions d'emplois, sans compter l'euthanasie des chevaux. Enfin, je veux dire, et sur le plan social, toutes les conséquences, par exemple pour les handicapés, pour les prisons, le cheval est un médiateur social. Et donc, c'est une catastrophe, vraiment. 185 centres équestres dans le département, 1 millier d'emplois. Vous les avez consultés, ces différents centres. Comment le Conseil général peut les soutenir et même les soutient déjà aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, déjà, merci de me donner la parole pour dire que nous dénonçons cela. Il y a un certain nombre de manifestations. Il y en a une qui a eu lieu le 11 novembre. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont prévues aujourd'hui. Il y a une espèce de bras de fer avec le gouvernement, car le gouvernement s'était engagé à ne pas faire cette augmentation. Alors, je crois qu'ils sont en train de réfléchir, les pauvres, parmi tous leurs problèmes, à d'autres possibilités qui seraient accordées au centre équestre, mais c'est vital. Et il n'y a pas que pour le département des Yvelines. Il y a 8 000 emplois en France qui sont à la clé. Et c'est pas des histoires, c'est pas du mensonge. C'est la réalité. L'équilibre économique de ces centres est excessivement fragile. Donc 20%, et puis ça veut dire que ça va devenir un sport de riches. Alors que justement, ce qui est intéressant dans ces centres, c'est que le développement du cheval dans notre département, c'est que c'est devenu un sport populaire.
populaire. Et donc, si ça passe à 20%, effectivement, il n'y a que les riches qui pourront continuer à faire du cheval. On va se rendre à Gazeran notamment, où se trouve l'un de ces centres équestres. On va écouter différents témoignages avec ce reportage de Yolène Thorez et puis on revient ensuite en plateau pour continuer la discussion avec Christine Boutin. Catherine gère le haras de Gazeran depuis 26 ans. Sur les 5 salariés qu'elle emploie, elle envisage peut-être de supprimer un poste à cause de la future taxe. Moi, je vais perdre des clients, voilà, qui ne pourront pas suivre. Voilà. Et puis après, devoir licencier, parce que si on a moins de chiffre d'affaires, moins de rentrées, on ne pourra pas garder tout le personnel. Le GHN dont je fais partie a estimé qu'il y aurait à peu près 6 000 postes en France qui vont être supprimés à cause de cette augmentation de TVA. Les petites structures qui étaient déjà affaiblies un petit peu avec la crise risquent de ne pas s'en remettre. Ah oui, ça c'est certain. Les centres équestres ont déjà connu des remous concernant leur TVA, mais celle annoncée pour l'année prochaine est de loin la plus menaçante pour eux. Selon la Fédération nationale du cheval, 2000 entreprises seraient en péril. En 2004, la filière équestre bénéficiait d'une TVA réduite à 5,5%. À l'époque, l'objectif était de promouvoir l'équitation. Il y a 2 ans, elle était passée à 7%. L'année dernière, une activité était déjà passée à 19,6%, celle du commerce des chevaux, sport et loisirs, là aussi sous la pression de l'Union européenne. À noter que le commerce des chevaux d'élevage et de consommation, lui, reste taxé à hauteur de 7%. L'année prochaine, ce seront toutes les activités du centre équestre qui passeront à 19,6%. Menacé d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement sur manquement et d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros, le gouvernement veut se mettre en conformité rapidement. Un coup dur pour le département des Yvelines. Avec 21 000 licenciés et plus de 200 centres, il est le 2e département équestre de France derrière le Nord. À Rambouillet, Déborah ne craint pas la fermeture de son entreprise qu'elle estime viable. Pour autant, elle ne comprend pas cette hausse de la TVA. Dans l'équitation, contrairement aux autres sports, les subventions sont quasi inexistantes. Ce sont surtout des établissements professionnels. Du coup, il est parfois difficile pour les gérants de se faire une marge réelle. Les frais de fonctionnement sont très lourds, les structures coûtent cher, les chevaux demandent beaucoup d'entretien, ils mangent, ils demandent à ce qu'on s'occupe d'eux, pas 5 jours sur 7 et pas 35 heures comme une entreprise qui ferme ses portes ou un gymnase. Donc voilà, nous c'est 7 jours sur 7, s'ils sont malades c'est 24 heures sur 24, et tout ça, ça se paye, quoi, ça a un coût. D'après le groupement épique national, sur les 250 000 chevaux que comptent les centres d'équitation, 80 000 seraient envoyés à l'abattoir. Pour se faire entendre, les professionnels se mobilisent dans le département. Ils ont organisé une opération escargot ce jeudi et leur groupe Facebook, créé il y a quelques jours, compte déjà plus de 700 abonnés. Et ils sont à peu près 900 aujourd'hui, 14 novembre. Au cours de ce sujet, on a entendu la raison de cette hausse de la TVA. C'est une obligation européenne. La France a été sanctionnée par la Cour de justice de l'Union. Il faut augmenter cette TVA à 20%. La France n'a pas le choix. Le gouvernement s'était engagé vis-à-vis de la filière équestre à faire en sorte que l'on mène le bras de fer jusqu'à la procédure judiciaire. Et elle n'a pas été entamée. Le gouvernement ne l'a pas fait, n'a pas tenu son engagement vis-à-vis de la filière équestre. Donc pour vous, il y a encore des recours possibles au niveau européen de la part de la France. Bien sûr. En tous les cas, vous savez, c'est vraiment faire de la politique à courte vue. Parce que s'il y a vraiment 8000 emplois qui sont supprimés, vous voyez les conséquences économiques que ça représente. C'est vraiment pas possible, quoi. 8000 emplois dans toute la France. Donc le gain qui sera apporté par la différence entre 7% et 20% ne sera pas compensé par les 8000 chômeurs supplémentaires qu'il faudra indemniser, bien sûr. À l'échelle du département, on peut imaginer le Conseil général venir en aide à ces différentes structures peut-être. Si la TVA devait augmenter à 20%. Je ne sais pas, parce que le Conseil général est lui-même pris dans des contraintes budgétaires qu'il ne connaissait pas il y a quelques années. Mais enfin, il est très vigilant et nous regarderons ce qu'il est possible de faire. En tous les cas, moi, je ferai tout ce que je peux pour sauver cette filière. Pour aider cette filière à absorber la hausse, le gouvernement qui propose que les contrats conclus avant le 31 décembre 2013 continuent à bénéficier de ce taux réduit jusqu'à leur terme. Et de plus, une aide au centre équestre va être mise en place par l'intermédiaire d'un fonds cheval. Ça n'a pas encore été vraiment précisé. Est-ce que c'est des bonnes pistes ? Écoutez, tout ce qui pourra les aider, éviter le chômage supplémentaire, je trouve que ce sont de bonnes pistes. Nouvelle manifestation prévue le 19 novembre.
novembre à Paris. Manifestation que les organisateurs annoncent suivie. Ce sera porte de Versailles. Au même moment se tiendra le congrès des maires d'ailleurs. Pour autant, le gouvernement ne semble pas prêt à faire machine arrière puisqu'il y a tout de même eu la publication du décret d'abrogation de la TVA à taux réduit au cours de la semaine. C'était mercredi 13 novembre. Vous pensez pouvoir faire plier le gouvernement? Je ne sais pas si nous y arriverons. Le gouvernement n'a pas vraiment envie. Mais vous savez, le gouvernement, il va tellement mal que je ne sais même pas s'il sera là encore le 19 novembre. On va parler avec vous, on va profiter de votre présence sur ce plateau. Parler d'un autre sujet, votre avenir politique. Vous êtes conseillère générale des Yvelines, vous étiez aussi présidente du Parti chrétien-démocrate que vous avez fondé en 2009. Vous avez démissionné début juillet pour un projet européen vaste autour de la défense de la famille et des valeurs morales. C'est ce que vous avez déclaré à l'époque à nos confrères du journal Le Monde. Où en est ce projet aujourd'hui? Mais écoutez, il avance bien. J'aurai l'occasion d'en parler soit à la fin de l'année, soit au début de l'autre. Mais voilà, tout se met en place. Voilà, je ne peux pas vous en dire davantage aujourd'hui, sinon que je trouve que les choses avancent vraiment bien et que j'ai les hommes et les femmes qui sont à mes côtés pour mener ce projet, puisque ce sera de toute façon des listes, pas uniquement en Ile-de-France, mais dans toute la France, dans les 8 circonscriptions françaises. C'est déjà ça ce que je peux vous dire. Force Vie, voilà, absolument. ce sera le nom de vos listes absolument, qui seront proposées sur l'ensemble de la France. Vous serez candidate en Ile-de-France? Absolument, je serai tête de liste en Ile-de-France, oui. On va retrouver quel genre de tendance politique sur ces différentes listes? verrez. Parce qu'il y a déjà eu des annonces qui ont été faites. On le sait, à un moment, il avait été question de Béatrice Bourges, qui avait été à la tête de la manifestation contre le mariage homosexuel avec le Printemps français. On a aussi un ancien vice-président du Front National. Absolument, oui. Il est toujours présent, Jean-Claude Martinez. Oui, absolument. Et puis, il y a aussi Monsieur Renard, qui est actuellement président des associations familiales catholiques françaises et européennes. Et puis, il y en aura d'autres, vous verrez. Et si on vous attaque sur les rapprochements entre le Front National, avec les Je dirais d'abord idées que du Front National, Monsieur Martinez, d'abord c'est des attaques que j'attends, mais Monsieur Martinez n'est plus au Front National. Il me semble qu'à l'UMP, Monsieur Pelletier était aussi au Front National. Personne ne fait cette remarque. Moi, ça m'est égal. Ce qui est certain, c'est que Monsieur Martinez est un militant pour la vie depuis plus de 30 ans. Donc c'est ça ce qui m'intéresse. Moi, je suis une femme de conviction. De le nom de cette liste, Force Vie, Oui. cet engagement qui est né de l'engagement contre le mariage pour tous. Non. C'est un petit peu ce qui a déclenché la suite, la continuité. Non. C'est aujourd'hui la nécessité d'avoir une parole forte sur des convictions fermes. Donc ce ne sera pas le seul axe de programme aux européennes. Absolument. Mais la vie, dans la vie, vous allez voir dans ce programme, c'est pas la vie uniquement de l'embryon ou de la fin de vie. C'est la vie de journaliste, la vie de chef d'entreprise, la vie du responsable du centre équestre, c'est la vie du médecin, c'est la vie de l'ouvrier. C'est quelque chose de très concret. Et comment est-ce que l'on réagit à cette problématique de chacun d'entre nous par rapport à cette Europe qui se construit? Moi, je suis profondément européenne. L'engagement contre le mariage pour tous qui se poursuit, vous en pensez quoi? Je pense que de toute façon, cette loi, il faudra la supprimer. Donc, elle sera supprimée. Les manifestants sont encore dans la rue. Il y a Bien quelquefois sûr. des dérapages aussi. Oui, qu'il y ait des dérapages, il y en a trop. Je ne sais pas s'il y en a pour cela. Veilleur, pour moi, ce n'est pas un dérapage, c'est simplement montrer. On a vu des manifestants de la Manif pour tous se dénoncer, s'opposer à cette loi du mariage pour tous en s'attquant à la ministre. Cher monsieur. Ces attaques les clairement attaques, racistes contre Mme Taubira, vous en pensez quoi? Écoutez, c'est les attaques racistes de Mme Taubira, je les condamne naturellement. Mais je trouve assez surprenant, moi qui chaque jour ai des attaques permanentes depuis des années et des années, ça ne réveille personne et tout le monde s'en fout. Bon, alors très bien, je ne voudrais pas non plus que les attaques racistes dont a été l'objet Mme Taubira, que je dénonce, cachent les compétences du gouvernement et du pouvoir en politique actuel. Et vous parlez des attaques à votre encontre, vous avez encore été mentionné hier. Oui, vous avez tweeté à ce sujet-là, c'était dans une série télé sur France 2. On a fait des comparaisons pas forcément très, très flatteuses, ça vous n'avez pas forcément apprécié. Non, parce que surtout aujourd'hui, si vous voulez, on nous casse les pieds avec cette histoire de racisme. La France, je le dis très fermement, n'est pas raciste. La France n'est pas raciste. Quand on a traité M. Sarkozy de singe, personne n'a parlé de racisme. Alors, ça va bien. Je dénonce cette une de Minute. On aurait mieux fait de ne pas en parler plutôt que de faire de la publicité à Minute, qui est un journal qui n'est pas diffusé. Il y a derrière tout ça toute une instrumentalisation politicienne que je dénonce aussi profondément. En tout cas, vous serez candidate aux européennes en Ile-de-France et vous aurez l'occasion de revenir pour nous en parler. On va juste conclure cet entretien en évoquant votre succession à la tête du Parti chrétien-démocrate. Il y a 2 candidats qui s'affrontent actuellement. Les électeurs, les membres de votre parti, puisque vous êtes toujours adhérente, doivent se prononcer d'ici à ce week-end. Jean-Frédéric Poisson d'un côté, député de la 10e circonscription des Yvelines sur Rambouillet, votre secteur. Vous le connaissez donc forcément bien. Il est opposé à Frédéric Delettre, membre de ce parti depuis 2 ans. Vous avez un favori ?
Écoutez, les deux sont excellents et je ne me prononcerai pas, mais tout le monde sait très bien que Jean-Frédéric Poisson était mon directeur de cabinet pendant 10 ans. Je connais ses qualités, mais M. Delettre, que j'ai eu au téléphone il y a un quart d'heure, est un excellent candidat aussi. Jean-Frédéric Poisson qui est avec nous ce soir en ligne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être en ligne pour le journal de la rédaction de TV Fil. Je voudrais juste votre sentiment. On ne connaît pas encore les résultats à cette élection interne au Parti chrétien-démocrate, mais déjà tout simplement, pourquoi avoir brigué cette présidence et puis comment vous sentez un petit peu la situation à l'heure actuelle? Vous savez, c'est une campagne dont le vote se déroule de manière électronique et puis c'est une campagne qui a été également assez courte, donc c'est pas facile d'avoir un sentiment précis. Je connais bien cette formation pour avoir participé à la fondation. J'en profite pour saluer Christine Boutin qui est sur votre plateau. Et voilà, j'ai l'impression quand même que les adhérents du Parti chrétien-démocrate devraient me désigner samedi comme leur président. Maintenant, nous attendons des résultats. Il y a une forte mobilisation des électeurs aujourd'hui? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'estimation de participation. On saura tout ça samedi. Cela étant dit, j'ai brigué cette présidence parce que je crois que le Parti chrétien-démocrate, dans la situation actuelle de la France, a une place à prendre, un rôle à jouer et un message à porter. Et voilà, il me semblait que je pouvais faire partie de ceux qui porteraient ce message. Et si vous êtes élu président, vous vous inscrirez dans la continuité de ce qui a été fait par Christine Boutin? Vous savez, j'ai participé à la fondation de cette formation politique il y a maintenant 12 ans. J'en ai été le vice-président depuis l'origine. J'ai soutenu le Parti chrétien-démocrate et Christine depuis maintenant près de 20 ans. Donc je ne suis pas en train de préparer la révolution. Si vous voulez, d'abord, c'est pas mon style, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il y a suffisamment de richesse dans l'héritage dont nous sommes porteurs et dans ce que nous défendons pour effectivement s'inscrire dans une forme de continuité. Après, les temps changent. La couleur, peut-être la tonalité, l'ordre des priorités sera peut-être un peu différent, mais malheureusement, l'état de la France justifie que nous continuions sur notre lancée. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir été en ligne avec nous. Nous aurons l'occasion de revenir sur le résultat de cette élection dans les prochains jours, puisque les résultats seront connus au cours du week-end. Jean-Frédéric Poisson, si jamais il devait prendre la succession, vous garderiez un œil sur ce qu'il va faire? D'ailleurs, est-ce que vous allez continuer à rester adhérente au Parti chrétien-démocrate après? J'ai même l'honneur d'être présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, puisque le bureau politique en a décidé ainsi, et je vous en remercie. Naturellement, je serai toujours membre du Parti chrétien-démocrate. Même au cours de cette campagne des européennes qui va débuter. Mais la campagne des européennes est indépendante du Parti chrétien-démocrate. Ce n'est pas la liste du Parti chrétien-démocrate. Merci Christine Boutin d'être venue sur ce plateau. Je rappelle également votre engagement contre la hausse de la TVA dans les centres équestres et puis cette candidature aux élections européennes dont nous aurons l'occasion de reparler puisque ça se déroulera juste après les municipales de mars. Merci à vous. Merci à vous. On va terminer ce journal avec un reportage culturel à présent. Pas toujours simple de trouver des financements quand on veut se lancer dans le cinéma. Il existe aujourd'hui des plateformes participatives qui aident au financement. Paul-Antoine Veillon vient de tourner à Rambouillet. Il a bénéficié de ce système pour compléter le budget de son premier court-métrage. Voici son témoignage. Tournage en forêt de Rambouillet, c'est la ville où a vécu pendant 15 ans Paul-Antoine Veillon. Il y revient pour son premier court-métrage, Usurpe-toi, le récit d'un jeune homme de 20 ans, Victor, passionné de bande dessinée, qui cherche sa voie artistique. Une rencontre va changer sa vie. Paul-Antoine en est le réalisateur et le comédien principal. Autour de lui, une équipe de choc, comme il dit, un esprit solidaire et collectif indispensable pour mener à bien ce projet, car pas simple de boucler son budget. Le réalisateur a fait appel à une plateforme de financement participative, 1 700 € collectés. C'est des sites qui existent sur Internet où en fait on envoie à plein de gens et ceux qui ont envie de participer à la culture française, au cinéma français, ils contribuent et du coup on est super heureux d'avoir eu, je crois, plus de 50 coproducteurs sur ce film parce que ça donne confiance et on se dit qu'on est soutenu par plein de gens et du coup on n'a pas envie de les décevoir et on sent qu'on est suivi et ça nous donne beaucoup de pêche. Une forme d'aide qui a permis à Paul-Antoine de compléter son budget de 2 500 €. Dans un mois, le court-métrage devrait être terminé. Il restera à le faire vivre artistiquement. Ce sera alors la course au festival. Le journal revient demain pour un nouveau point complet sur l'information locale. Restez avec nous ce soir. Vous avez notamment rendez-vous avec Claire Cambier pour le magazine Fil Écho. Excellente soirée.